Madame, monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 17 juillet. À la une de l'actualité, l'opposition algérienne épinglée dans une tribune du quotidien d'Oran qui dénonce la dérive d'une opposition principalement active sur les réseaux sociaux et souvent basée à l'étranger. Les détails dans quelques instants. Algérien partenaire stratégique pour les États-Unis, selon le WINEP, le think tank américain, met Alger au centre des enjeux régionaux dans un contexte international marqué par l'instabilité et les mutations géopolitiques. Une délégation algérienne en Corée du Sud pour un séjour autour de l'économie de la connaissance. De jeunes hommes d'affaires et de porteurs de projets comptent s'inspirer et profiter de l'importante expérience coréenne des startups. Du sport dans cette édition avec le premier tournoi de basketball à 3 en Algérie. Tournoi international appuie la fin du championnat Open Natation où les nageurs du CRB ont survolé la compétition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On commence notre journal par cette tribune du quotidien d'Oran, signée Mustapha Agoun, dans laquelle l'auteur dénonce la dérive de, je cite, la pseudo-opposition algérienne principalement active sur les réseaux sociaux et souvent basée à l'étranger. Il regrette la disparition d'une opposition digne, fondée sur les principes, la connaissance et le patriotisme. Les détails par Rina Lerari. Dans la tribune qu'il a intitulée « Une opposition à vendre », l'auteur tire à boulet rouge sur ce qu'il appelle la pseudo-opposition algérienne qu'il accuse d'activer sur les réseaux sociaux depuis l'étranger. Il regrette la disparition d'une opposition digne, fondée sur des principes et le patriotisme, remplacée selon lui par une opposition téléguidée, bruyante, inculte et motivée par des intérêts financiers. L'auteur accuse ouvertement certaines voix dissidentes d'être financées par le Makhzen marocain et les Émirats arabes unis qui cherchent à affaiblir l'Algérie, deux puissances mues par un agenda en faveur de la normalisation avec l'entité sioniste qu'ils veulent imposer aux plus réfractaires. Selon l'auteur, cette opposition agit non pour réformer ou améliorer le pays, mais pour le discréditer en utilisant mensonges, insultes et vidéos virales sans jamais proposer d'alternative. Mustapha Agoun critique par ailleurs le manque de culture politique de ses opposants et l'instrumentalisation du discours patriotique. Il y voit une entreprise de déstabilisation orchestrée depuis l'extérieur à laquelle certains participent par opportunisme, troquant l'idéal pour le contrat et la colère sincère pour une indignation rémunérée. Toutefois, l'auteur appelle à une opposition véritable, informée, constructive, enracinée dans l'histoire et la réalité algérienne, capable de corriger sans trahir. L'Algérie est un partenaire stratégique pour les États-Unis. C'est ce qu'affirme le Washington Institute for Near East Policy. Le WINEP est l'un des think tanks les plus influents en matière de politique étrangère américaine et a publié une série de notes sur les perspectives de coopération entre les deux pays. Alger est au centre des enjeux stratégiques régionaux dans un contexte international marqué par l'instabilité et les mutations géopolitiques. Malika Bellel. Selon le rapport du Washington Institute for Near East Policy, l'Algérie représente un partenaire de premier plan pour les États-Unis. Ses ressources naturelles abondantes, notamment en gaz et en minéraux, constituent un levier économique majeur. Mais ce sont surtout son engagement constant pour la médiation diplomatique, sa stabilité institutionnelle et le rôle constructif qu'elle joue sur la scène régionale qui retiennent l'attention. Le think tank américain salue également l'énergie et le potentiel de sa jeunesse perçue comme un moteur pour la transformation du pays. Face à l'insécurité persistante au Sahel, Washington est appelé à s'appuyer davantage sur l'expertise de l'Algérie en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Le rapport insiste, renforcer les liens de confiance, c'est construire un partenariat solide dans le domaine antiterroriste, notamment à travers le partage de renseignements et la coopération stratégique.
Mais la coopération ne se limite pas à la sécurité. 3 axes majeurs sont identifiés comme prioritaires: l'économie, la lutte contre l'extrémisme violent et les échanges culturels. Le document encourage également des partenariats concrets dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, des mines et de l'agro-industrie. Ces derniers figurent parmi les priorités du gouvernement algérien dans sa stratégie de diversification économique hors hydrocarbures. Autre signal fort relevé par l'Institut, la volonté affirmée de l'Algérie de promouvoir l'enseignement de l'anglais, une ouverture linguistique qui pourrait offrir un terrain fertile à une coopération éducative et culturelle plus poussée entre les deux pays. Ce regard positif porté par les USA sur l'Algérie traduit une reconnaissance du rôle grandissant de l'Algérie sur la scène régionale et internationale, un pays qui, dans un monde traversé par les crises, continue de faire entendre une voix singulière en faveur du dialogue, de la paix et de la coopération. Une délégation algérienne composée de jeunes hommes d'affaires et de porteurs de projets est en Corée du Sud pour un séjour autour de l'économie, de la connaissance, un segment très développé dans ce pays et qui pourrait influencer et inspirer les startups algériennes. Le but est de profiter de l'expérience coréenne en la matière, nous explique notre envoyé spécial Manal Adjel et Anis Belkacem. Direction Séoul, l'un des hubs technologiques les plus avancés au monde. Une délégation de jeunes entrepreneurs algériens s'y rend pour découvrir de près l'écosystème sud-coréen d'innovation. Objectif s'inspirer d'un modèle qui a transformé un pays en puissance économique. Aujourd'hui, je suis fier de faire partie de cette délégation algérienne. Mon objectif, comprendre comment fonctionne l'écosystème coréen, identifier ce que nous pouvons en tirer pour renforcer nos propres startups et développer des solutions adaptées à notre réalité. Nous voulons acquérir de l'expérience. La Corée du Sud a une grande expertise dans le domaine des jeux électroniques. Nous aspirons à bénéficier d'opportunités, de partenariats et d'investissements. J'ai été sélectionné dans le cadre du programme Algérie 2.0, une initiative qui nous offre une opportunité précieuse de découvrir l'écosystème de l'innovation de Corée du Sud et de rencontrer des expertises technologiques de premier plan, notamment dans le domaine de l'éducation numérique. Au programme, des rencontres avec des gérants de la high-tech, visite de salons spécialisés, formation pratique, une immersion complète dans l'univers de l'innovation Made in South Korea. La délégation algérienne est composée de jeunes motivés, porteurs d'idées innovantes et ambitieuses dans plusieurs domaines, notamment la santé, le numérique, l'e-commerce, l'intelligence artificielle. Et nous espérons aboutir à des résultats concrets et voir émerger des startups solides à partir de cette plateforme. L'Algérien Startup Expedition, programme qui reflète la volonté des pouvoirs publics de bâtir une nouvelle génération d'entrepreneurs capables d'innover et de conquérir les marchés internationaux. Une initiative porteuse d'espoir pour l'écosystème entrepreneurial algérien. L'Algérie condamne énergiquement l'agression sioniste abjecte contre la Syrie. L'occupation israélienne poursuit son escalade incessante au Moyen-Orient, ouvrant de multiples fronts d'agression dans une tentative d'imposer son hégémonie sur les États et les peuples de la région en toute impunité, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans cette évolution aux répercussions imprévisibles, l'occupation israélienne a atteint avec son agression contre la Syrie, pays frère, une étape extrêmement dangereuse en ciblant aujourd'hui des institutions gouvernementales et des infrastructures civiles à Damas et à Soueïda. L'Algérie condamne énergiquement cette agression abjecte qui constitue une violation flagrante de la souveraineté de la Syrie et de son intégrité territoriale et une atteinte à l'unité de son peuple, exprimant sa pleine solidarité avec ce pays frère et à son droit légitime et légal à préserver sa sécurité et sa stabilité conformément aux principes de la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international. L'Algérie réitère son appel pressant au Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer ses responsabilités, les responsabilités qui lui incombent pour mettre fin à ces agressions israéliennes répétées qui ont plongé toute la région dans une spirale d'insécurité et d'instabilité sans la moindre perspective pour apaiser la situation, imposer la primauté du droit international, conclut le communiqué du ministère des Affaires étrangères. La situation humanitaire dramatique à Gaza, dénoncée hier par l'Algérie lors d'une séance du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tawfiq Laïd Koudri, membre de la mission permanente algérienne à l'ONU, a pointé du doigt le silence de la communauté internationale face aux graves et multiples violations de l'occupant sioniste contre le peuple palestinien. Il appelle à user de tous les outils rendus possibles par la Charte des Nations Unies pour stopper ces crimes. On l'écoute. قبل أن تموت بالقذائف والرصاص
Des corps meurent de soif avant de mourir sous les obus et les balles. Des enfants viennent au monde sans vivre leur enfance et meurent sans même une sépulture digne. Face à cela, le monde reste silencieux. Un silence qui s'apparente de plus en plus à un crime et une absence de conscience. Jusqu'à quand continuerons-nous à qualifier ces drames avec des termes aseptisés? Jusqu'à quand répondrons-nous aux bourreaux par des déclarations d'inquiétude? Et jusqu'à quand décrirons-nous les victimes comme des dommages collatéraux? Ce silence, observé sous couvert de diplomatie, restera dans l'histoire, non pas comme une preuve de neutralité, mais comme une forme de trahison. Il ne suffit plus de condamner ou d'exprimer sa solidarité. Il ne sert plus de parler. L'heure est à l'action, à l'utilisation effective des mécanismes prévus par la Charte des Nations Unies pour faire cesser des crimes que plus personne ne peut ignorer. Et au 650e jour de la guerre d'extermination menée par l'occupationniste à Gaza, au moins 18 Palestiniens ont été tués à l'aube et des dizaines d'autres blessés dans des bombardements à Jabalia et le centre de l'enclave. Les frappes sionistes ont ciblé des campements de réfugiés où vivent entassés des milliers de déplacés palestiniens. Ces derniers sont en proie aux taux les plus élevés de famine et de soif selon l'UNRWA, puisque les aides humanitaires sont empêchées d'accéder par l'occupant israélien, ce depuis des mois. La normalisation du Maroc avec l'entité sioniste franchit une nouvelle étape. L'émergence de partis politiques défendant le rapprochement avec l'entité sioniste, une dérive qui suscite une profonde colère, mais aussi de la déception au sein de la société marocaine qui considère la normalisation comme une trahison à la cause palestinienne. Fouziat Edj, Amira Sefta. L'ingérence de l'entité sioniste dans les affaires du Marzen préoccupe au plus haut point les Marocains qui vivent cette situation comme une trahison. Une ingérence qui se traduit par l'émergence sur la scène politique de nouvelles forces partisanes faisant la promotion de la normalisation. La création du tout premier parti pro-sioniste au Maroc, baptisé Tamrelebe, s'inscrit dans une volonté claire et assumée du Marzen de fonder des partis politiques qui défendent les intérêts sionistes. Ce parti ne se bat pas pour les droits du peuple marocain, mais il est au service d'agendas étrangers. Conscients de la gravité de la situation, les Marocains s'insurgent devant cet état de fait et tentent de faire bloc entre l'ingérence sioniste et la normalisation avec cette entité criminelle. La normalisation est une trahison du peuple marocain, une trahison de l'héritage du mouvement national de libération dans notre pays. La persistance du régime politique dans cette dynamique de normalisation ne peut qu'aller à l'encontre de la volonté populaire. Une volonté populaire réprimée par le Marzen qui n'hésite pas à employer des moyens peu orthodoxes pour faire taire toute voix s'opposant à la normalisation. Retour dans le pays avec l'organisation du premier tournoi international de basketball à 3, un format récent en Algérie qui séduit de plus en plus par son dynamisme. Cette variante passionnante offre plus de spectacles au grand bonheur du public. C'est Ahmed Bourab. C'est une discipline en plein essor et qui gagne en popularité. Le basket à 3 inscrit au programme des Jeux Olympiques associe sport et spectacle. 2-7, 2-6, c'est bon, c'est noté. Et pour faire connaître encore plus cette discipline, le premier tournoi international à 3 a été organisé et a enregistré la participation de 12 équipes masculines et 8 féminines. Le basket 3-3, c'est un nouveau truc en Algérie. Ça se passe au bien, même l'équipe nationale de l'Algérie a plusieurs titres. Au 3-3, pourtant sur une courte période. Ça aide aussi les gens, parce que les gens peuvent voir le sport en général. C'est pas comme le 5-5 dans une salle, etc. Même les jeunes peuvent s'intéresser. Ça les oriente vers le sport en général. Il y a une grande différence entre le basket 5-5 et le basket 3-3. Le basket 3-3 se joue en demi-terrain. Avec le shot clock de 12 secondes. Par contre, en 5-5, il y a de 24 secondes. Il y a 4 joueurs seulement.
4 joueurs, 3 sur le terrain et un seul changement. C'est un sport urbain qui se joue aux espaces et tout. C'est pour ça, tu peux dire que c'est un peu spectaculaire que le 5-5. Tu vois, il y a plusieurs gens qui viennent pour voir les matchs et tout. Entre 5-5 et 3-3, c'est totalement différent parce qu'il y a plus d'intensité. C'est plus rapide, il y a plus de contact, c'est beaucoup plus technique, mais aussi physique. Mais par rapport au 5-5, on a plus l'occasion de s'exprimer. Donc c'est vraiment différent du 5-5. Je trouve que c'est beaucoup mieux. En plus de l'Algérie, le tournoi a connu la participation de 3 autres pays. La Tunisie, le Mali et le Zimbabwe. Premièrement, il y avait une bonne organisation. On remercie la fédération algérienne de nous inviter à ce tournoi. On a vraiment aimé. L'accueil était très bien. Et du début jusqu'à la fin, on est content vraiment. On a reçu l'invitation de la Fédération algérienne de basketball. On est content, on est ravis. Et voilà, on est avec l'équipe U23. On a trouvé un très bon niveau. On a trouvé 2 équipes algériennes d'un très bon niveau, avec les équipes qui jouent les locaux. Et voilà, on est content et on va essayer d'apprendre. Sur le plan organisationnel, le tournoi a connu un franc succès. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé nos démarches. On a d'abord invité nos frères tunisiens ici. Et d'ailleurs, les 2 autres pays, le Mali et le Zimbabwe, c'est des étudiants qui sont ici installés sur Alger. Donc la préparation du terrain et tout, c'était 2 jours avant l'événement. Donc je tiens à remercier tout le staff qui nous a aidés et faire réussir cet événement. La première édition ne sera sûrement pas la dernière car les organisateurs comptent faire de ce tournoi international un événement annuel. Fin hier du championnat open de natation à la piscine du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Les nageurs du CRB ont dominé la compétition, comme vous allez le voir dans ce reportage de Riyad Belkhadi. La piscine olympique du complexe Mohamed Boudiaf a vu lors de cette dernière journée beaucoup de courses et la quasi-majorité a été remportée par les nageurs et les nageuses du Shabab Riyadi de Belouizdad, qui a raflé pratiquement toutes les médailles depuis le début de cette Open, un score historique pour le club. La meilleure saison de tous les temps depuis la création de la section natation du CRB. On dira depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure saison du CRB Belouizdad. On a pratiquement la crème des athlètes du territoire national. On a pratiquement 90% de la section nationale. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. Les résultats des dernières courses de cette dernière journée, aux 1500 mètres nage libre messieurs, c'est Mehdi Dehamna du FC Baïnem qui a remporté la course devant Mohamed Rassim Semmar de l'USMA d'Alger. Le 3e, c'est Ramzi Chouchar du CRB. Aux 50 mètres nage libre messieurs, Mohamed Ben Fakih du CRB a remporté la course devant Mehdi Nazim Ben Bara, également du CRB. Le nageur du SA Babzouar, Akram Amin Ammar, a remporté la 3e place. Chez les dames, Amel Mellih du CRB remporte le 50 mètres nage libre devant Nesrine Moujahed, la nageuse du Moudia d'Alger. L'autre nageuse du CRB, Rima Ben Mansour, rentre à la 3e position. Aux 200 mètres 4 nages messieurs, encore un nageur du CRB, un autre Chouchar, qui remporte la course devant Oussama Allem de l'USMA d'Alger. Un autre usmiste, Hafian Abdelraouf, remporte la 3e place. Aux 200 mètres 4 nages dames, la nageuse du CRB, Benchadli Djihan, remporte la course devant Kautar Iman Zitouni du Moulier d'Alger. Inès Zaidi du club de Béjaïa rentre en 3e position. Aux 800 mètres nage libre dames, c'est Rima Ben Mansour qui remporte la course. L'autre nageuse du CRB, Inès Kouidri, rentre en 2e position. La nageuse de Oran, Wissem Talab Ben Didab, rentre en 3e position. La prochaine compétition débutera dans quelques jours avec les épreuves de natation des Jeux africains scolaires où l'on espère voir les futurs espoirs algériens s'illustrer.
Patrimoine pour terminer avec la Kasbah de Béjaïa. La citadelle accueille de nouveau le public après une longue restauration. Datant de l'époque médiévale, elle constitue un patrimoine national précieux avec des influences almohades, espagnoles et ottomanes. Immersion avec Raouf Hamouch. Elle domine la baie de Béjaïa depuis des siècles, témoin des civilisations méditerranéennes. Longtemps abandonnée, la Kasbah renaît aujourd'hui. Grâce à la passion des archéologues, des artisans et des visiteurs venus la redécouvrir. La citadelle de Béjaïa a été classée monument historique national en 1967. Chaque mur de ce pan important de l'histoire de Béjaïa porte la trace des époques. Aujourd'hui, elle renaît grâce à une restauration minutieuse, pensée comme un pan entre passé et avenir. Elle fut construite en 1154, c'est-à-dire au milieu du XIIe siècle, par le califat almohade Abd el-Moumen Ben Ali. La Kasbah de Béjaïa, durant son histoire, elle a connu le passage de nombreux érudits. On cite par exemple Ibn Khaldoun, nous avons Leonardo Fibonacci, le mathématicien italien, et aussi le passage de Ibn Battuta, Al-Rubrini et de nombreux érudits qui ont marqué leur passage ici à la Kasbah de Béjaïa. Je raconte l'histoire de la Kasbah, j'essaie d'expliquer les différents édifices qui sont à l'intérieur de la Kasbah, l'histoire, et les informer aussi sur d'autres sites qui entourent la ville de Béjaïa. Les visiteurs redécouvrent un joyau longtemps ignoré, niché dans les hauteurs de la ville. Franchement, je ne savais même pas qu'il y avait une Kasbah à Béjaïa. Pour moi, la seule, c'était celle d'Alger. Et là, je suis bluffé. C'est magnifique. On devrait en parler plus. Non, par contre, la Kasbah, je ne connaissais pas. Hein. Ouais, c'est la première fois pour moi. Je suis assez étonnée d'avoir pas découvert ça avant. Je savais, je connaissais, j'avais un peu de culture sur le Qala al-Hamadiya. Donc ça, je connais assez bien, mais la Kasbah, c'est la première fois que j'apprends son existence. Et je suis très surprise. Et puis, c'est une architecture et une culture à ne pas, à ne pas rater, quoi. Ouais. Ici en Algérie, parce que j'apprends beaucoup de choses. Et surtout, je m'amuse bien. La Kasbah n'est plus seulement un site historique. Dans ses anciennes cellules, l'artisan local donne libre cours à son talent pour confectionner de belles œuvres artisanales représentatives d'un savoir-faire ancestral. Avant, je travaillais chez moi. Ici, je rencontre des gens de partout. Je leur montre ce que je fais, je raconte l'histoire des objets. C'est une vraie vitrine, notamment pour la promotion de l'artisanat local. On s'est axé pour venir ici à la Kasbah parce qu'il y a énormément d'immigrés qui viennent ici nous visiter, nous rendre, nous honorer à Béjaïa, tout le monde, avec même d'autres nationalités, parce que vous êtes ici à Béjaïa, l'une des universités les plus fameuses en Algérie. Il a donné trop d'histoire, il a donné. Alors on s'est dit pourquoi ne pas ancrer l'histoire de Béjaïa avec cette figue de barbarie. Des savoir-faire traditionnels qui trouvent un nouveau souffle dans un lieu chargé de mémoire. À Béjaïa, la Kasbah n'est plus un vestige figé. Généreuse et accueillante, elle s'ouvre aux visiteurs. Elle incarne une mémoire retrouvée, un avenir qu'on veut bâtir avec fierté. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.